Le conflit au Vietnam des années 60 et 70 mêlait de nombreux aspects de combat, des missions du guérilla à l'aérien technologique. Les forces américaines luttaient contre les insurgés communistes du Sud et leurs alliés du Nord. Certains postes étaient les plus risqués. Aujourd'hui, nous examinons 3 des postes les plus dangereux de l'armée, de la marine et de l'armée de l'air américaine lors de la guerre du Vietnam. Bienvenue aux guerres du monde. Un avion allemand, avec 2 moteurs mais sans hélice, dépassant leurs avions à des vitesses supérieures à 800 km/h et délivrant un coup mortel et dévastateur contre les avions alliés avec ses 4 canons de 30 mm, le Messerschmitt. Me-262 était le premier chasseur à réaction opérationnelle du monde, entrant en combat le 26 juillet 1944 et apportant avec lui l'aube d'une nouvelle ère de combat aérien, l'ère des jets. On ne peut que se demander quel genre d'impact l'avion aurait pu avoir sur la guerre dans son ensemble si Hitler lui-même n'avait pas directement interféré avec le projet, le retardant considérablement. Avec son fuselage en forme de requin et le rugissement assourdissant de ses 2 moteurs, le Me-262 a laissé une impression terrifiante sur les pilotes alliés qui l'ont rencontré et dont leurs propres avions à hélice ont eu du mal à s'approcher de sa vitesse maximale de 900 km/h. Les Allemands ont rapidement surnommé leur nouvelle arme miracle l'oiseau de tempête. Cependant, sa réputation éclipse souvent un certain nombre d'inconvénients, en particulier avec des moteurs qui, en plus d'être sujets à prendre feu, ont souffert de cycles de vie effroyablement bas, alors que la qualité des matériaux disponibles pour l'Allemagne en temps de guerre devenait de plus en plus rare. Les pilotes alliés ont également développé des tactiques visant spécifiquement à contrer le chasseur à réaction. Mais néanmoins, une fois en l'air et entre les mains de certains des pilotes les plus expérimentés de la Luftwaffe, c'était un super chasseur presque imbattable. Une partie souvent négligée de l'histoire de l'avion est que, comme beaucoup d'armes de la Seconde Guerre mondiale, la vie de l'oiseau de tempête ne s'est pas terminée avec la mort de Hitler et la capitulation de l'Allemagne nazie le 7 mai 1945. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner la vie du Me-262 pendant la période d'après-guerre et comment il a impacté les Alliés victorieux alors qu'ils se retournaient les uns contre les autres au début de la guerre froide. Bienvenue dans les guerres du monde. Les tests alliés. Alors que la guerre arrivait en Allemagne, nazie elle-même en 1945, les Alliés de l'Est et de l'Ouest se regardaient déjà avec suspicion quant à leurs intentions dans les années d'après-guerre à venir. Avec leur ennemi fasciste maintenant en agonie, ils convoitaient les nombreuses armes merveilleuses avancées que ces scientifiques avaient produites, espérant à la fois améliorer leurs propres capacités militaires et empêcher leurs homologues à Moscou ou Washington de faire de même. Parmi cette ruée pour les dépouilles de la guerre, le Me-262, le chasseur à réaction qui avait stupéfié et horrifié les pilotes alliés même avant la fin de la guerre, les Alliés occidentaux ont marqué un énorme coup de renseignement lorsque un Me-262A, un entièrement assemblé et en état de vol, a été livré directement entre leurs mains lorsque le pilote d'essai, Messerschmitt, Hans Fay, a fait défection aux Alliés après avoir atterri son avion à Francfort, contrôlé par les Alliés le 30 et 1 mars 1945. Fay avait l'intention de faire défection plus tôt, mais la peur des représailles contre ses parents s'il le faisait le maintenait en ligne. Et ce n'est que lorsqu'il a appris que leur ville était maintenant entre les mains des Alliés qu'il s'est senti suffisamment confiant pour aller de l'avant avec, sans risque pour eux. Non seulement les Alliés avaient de maintenant un exemple intact à étudier, mais ils avaient aussi un expert pour piloter l'avion. Et Fay leur a fourni une mine de connaissances et d'expérience sur le premier chasseur à réaction opérationnelle du monde. La phase 262 numéro de série BOLENR 111711 a été soigneusement expédiée à travers l'océan Atlantique vers les États-Unis pour des tests à Wright Field à Dayton, Ohio. Ayant été démonté, remonté et intensivement étudié par les équipes d'exploitation de matériel étranger de l'armée américaine,
L'avion était prêt pour les tests de vol à la fin août 1945. Le 29 août, l'ancien pilote de B-17 Flying Fortress, le capitaine Russell E. Slish, est monté dans le cockpit pour effectuer le premier vol de l'avion depuis le sol américain. Presque immédiatement après avoir quitté le sol, Slish a réalisé que quelque chose n'allait pas, car l'avion semblait intrinsèquement instable. Et seule sa compétence suprême a réussi à éviter un crash. Néanmoins, il a réussi à terminer le premier vol en toute sécurité sans incident, et après l'atterrissage, la cause de l'instabilité a été retracée au fait que les canons de l'avion n'avaient pas été installés, ni aucun lest n'avait été installé pour compenser les 520 livres manquantes dans le nez de l'avion, avec lesquelles il était conçu pour voler. L'avion a également été rejoint par une poignée d'autres MOA-262 capturés et expédiés aux États-Unis pour évaluation dans le cadre d'une opération de renseignement connue sous le nom de LUSTI, une abréviation de Luftwaffe Secret Technology. Lorsque les forces américaines ont envahi l'Edgewald, une importante base de ME-262, elles ont découvert plusieurs exemplaires intacts, et 3 ont été prévus pour être transférés aux États-Unis. Ailleurs, la RAF a également pris possession d'un certain nombre de ME-262 intacts, y compris un chasseur de nuit à 2 places, complet avec son ensemble, radar Fuge 218, Neptune. Les tests du ME-262 étaient particulièrement intéressants pour les Britanniques, qui avaient pris la tête de la technologie à réaction parmi les nations alliées, produisant le premier chasseur à réaction opérationnelle allié, le Gloster Meteor. La comparaison des deux avions a montré à quel point les Allemands étaient en avance en matière de conception aéronautique à la fin de la guerre, le ME-262 étant plus rapide et ayant une plus grande puissance de feu avec ses 4 canons de 30 mm comparé aux 4 canons de 20 mm du jet britannique. Les tests du ME-262 ont révélé un certain nombre de faits intéressants, principalement que malgré son avantage de vitesse tant vanté, il n'était pas aussi confortable à des vitesses plus élevées qu'on le pensait auparavant. Les tests ont également révélé sa plus grande faiblesse, à savoir la durée de vie ridiculement courte des moteurs Jumo. Ce qui a été observé lors de l'un des tests, l'avion a dû subir 5 changements de moteur en seulement 20 vols. Les pilotes américains ont également trouvé le cockpit exigu et difficile pour regarder par-dessus l'épaule tout avion arrivant par l'arrière, une situation potentiellement mortelle dans un combat aérien. Néanmoins, comparé à ce que les Alliés déployaient à la fin de la guerre, il était encore significativement avancé pour l'époque, et une grande partie de la thèse de conception utilisée dans le MOA 262 et d'autres jets allemands a été appliquée à plusieurs jets alliés après la guerre, aidant à faire avancer la technologie des compagnies aéronautiques, à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cependant, l'ombre du superfighter nazi semblait faire l'inverse pour les avions en développement en Union soviétique. Le leader soviétique Staline a exigé une réponse aux nouveaux chasseurs à réaction produits en Occident immédiatement après la guerre et a confié la tâche à ses propres bureaux de conception. Le besoin de succès était essentiel pour éviter les représailles brutales de Staline. Ce n'était pas rare pour les bureaux de conception d'essayer de saper leurs concurrents avec un chuchotement prudent dans l'oreille de Staline. Le bureau de conception Yakovlev était un principal coupable de cette tactique sournoise, et lorsque le rival Sukhoi a révélé leur chasseur à 2 moteurs Su-9, Yakovlev aurait commenté à quel point l'avion ressemblait à un Me-262. L'idée d'utiliser un design fasciste dans l'armée de l'air rouge était complètement inacceptable pour Staline, qui a immédiatement annulé le Su-9 et l'amélioré, version 11. Bien que la ressemblance avec le Me-262 soit frappante et que le Su-9 était équipé de moteurs Jumo rétroconçus, les avions Sukhoi étaient des machines nettement différentes en comparaison et utilisaient un certain nombre de technologies innovantes développées depuis la fin de la guerre. Pendant ce temps, Yakovlev fournissait à l'armée de l'air rouge le Yak-15, qui n'était pas seulement un chasseur à moteur à piston Yak-3 de l'époque de guerre, équipé d'un moteur à réaction dans le nez, mais ledit moteur à réaction était, encore une fois le Jumo 004, rétro-conçu du MOA 262. De retour aux États-Unis, les tests du MOA 262 ont été une affaire relativement courte. Dès le 3e trimestre des années 1940, de nouveaux chasseurs à réaction étaient reproduits en Occident, qui égalaient ou surpassaient à la fois les performances et la technologie du 262. Juste quelques mois après la fin de la guerre, le 7 novembre 1945, un Gloster Meteor amélioré a atteint la vitesse de 975 km/h, soit 64 km/h plus rapide que le 262.
Puis, le 20 août 1946, l'un des ME-262, en cours de test sur le terrain de droite, s'est écrasé après avoir subi un incendie de moteur en vol, bien que, heureusement, le pilote d'essai, premier lieutenant Walter G. Macaulay Jr. a pu s'éjecter en toute sécurité avant qu'il ne touche le sol. Avec d'autres 262 revenant de vol avec un moteur en panne, il a été décidé qu'il ne valait plus la peine de risquer la vie des pilotes pour continuer le programme. Hitler s'est toujours considéré comme le libérateur des peuples germaniques vivant en dehors des frontières allemandes d'après-guerre, et après avoir réalisé l'Anschluss avec l'Autriche en mars 1938, il a ensuite jeté son dévolu sur la Tchécoslovaquie, où résidait un grand nombre d'Allemands ethniques. En septembre 1938, suite à l'accord de Munich, il a pu s'emparer des Sudètes, ce qui a considérablement affaibli les défenses de la Tchécoslovaquie, car une grande partie de leurs efforts avait été concentrée dans cette région. Ainsi, ils étaient mal préparés lorsque la Hongrie et la Pologne ont fait des mouvements similaires, suivis d'une occupation complète par l'Allemagne nazie en 1939. Un des prix de l'Allemagne pour la prise de la Tchécoslovaquie était les installations de fabrication appartenant à la compagnie d'aviation Avia. Malgré le fait qu'elle ne partage pas le même prestige que les fabricants américains, britanniques ou allemands, Avia a produit d'excellents avions pendant l'entre-deux-guerres et certains, comme l'Avia 534, ont été adoptés pour être utilisés par la Luftwaffe pour des rôles de seconde ligne, comme la formation. Avia a rapidement été mise en service pour utiliser son expertise afin d'aider à construire des avions allemands pour la Luftwaffe, et cela a nécessité le transfert d'une grande partie de l'outillage allemand à l'entreprise à cette fin. Avia a été fortement impliqué dans la fabrication des chasseurs Messerschmitt Bf-109, mais vers la fin de la guerre a commencé à construire le nouveau chasseur à réaction allemand, souvent à l'intérieur de tunnels ferroviaires convertis pour les protéger des raids aériens alliés. À la fin de la guerre, la Tchécoslovaquie disposait encore de l'outillage, des installations, des manuels et même des cellules et des moteurs partiellement achevés pour le mois 262, qui ont été saisis par les forces soviétiques avançantes avant d'être rendus aux Tchèques. Ayant besoin de reconstruire rapidement leurs forces armées, le gouvernement tchécoslovaque a décidé d'utiliser les outils que leurs anciens occupants leur avaient laissés pour construire des concepteurs allemands pour la force aérienne tchèque rétablie. Avia a donc décidé de faire un mouvement quelque peu ambitieux et de commencer à construire des mois 262 par eux-mêmes. Les travaux ont commencé fin 1945 sur ce qui était effectivement le premier avion de chasse à réaction de la Tchécoslovaquie, basé sur la variante ME-26 2A1A. Afin de se débarrasser de la stigmatisation de ses origines fascistes, Avia a redésigné l'avion sous le nom d'Avia S-92 Turbina et le 27 août 1946, le premier vol d'essai a été entrepris par le pilote en chef d'Avia, Anton Kraus. Ce premier avion aurait une courte durée de vie, s'écrasant moins d'un mois plus tard, mais cela n'entraverait pas l'enthousiasme d'Avia pour le projet, qui était maintenant bien en route pour construire plus d'exemplaires. Cela comprenait 3 variantes d'entraînement à 2 places qui ont reçu la désignation CS-92 à Bina et qui prendraient l'air pour la première fois le 10 décembre 1946. Le moteur Junkers Jumo 4 a également reçu une nouvelle désignation, devenant le M04. Comparé à son prédécesseur de guerre, le M04 était apparemment un moteur nettement meilleur maintenant que beaucoup des limitations et restrictions de guerre sur les pièces stratégiques avaient été levées, ce qui a à son tour amélioré leur qualité. Alors que la Luftwaffe signalait que ces moteurs avaient une durée de vie d'environ 30 heures, les pilotes tchécoslovaques ont signalé que leurs moteurs pouvaient durer 2 fois plus longtemps, avec un entretien et une utilisation soigneuse de la part des pilotes. Un seul S-92 a été testé avec une paire de turboréacteurs BMW 003. Cependant, malgré la poussée supplémentaire, cette installation s'est avérée infructueuse et tous les S-92 opérationnels ont conservé leur moteur M04. Les premiers S-92 opérationnels ont été livrés à l'armée de l'air tchèque en 1946 afin de former les pilotes et les équipes au sol à l'utilisation de l'appareil. En termes de performance, le S-92 était tout à fait aussi capable que son prédécesseur de guerre, capable d'atteindre 560 miles par heure en vol à plat, tout en conservant son redoutable arsenal de 4 canons de 30 mm montés sur le nez. Cependant, lorsque l'armée de l'air tchèque était prête à former son premier escadron de jets opérationnels sur ce type en 1950, ses chiffres de performance étaient en retard sur les dernières conceptions, comme le North American,
F-86 Sabre, qui faisait paraître le S-92 presque vieillissant en comparaison. Avec la Tchécoslovaquie désormais fermement dans la sphère d'influence communiste, ils ont eu accès à certains des nouveaux chasseurs à réaction soviétique, laissant la carrière de première ligne du S-92 une histoire relativement courte et décevante. Peut-être que leur plus grand impact en service a simplement été de choquer les visiteurs des bases aériennes tchèques en voyant le super chasseur nazi toujours en service. Rapidement relégué à un rôle d'entraînement, la petite flotte a été utilisée pour donner aux pilotes leur première expérience de la performance des jets avant de passer à des avions plus avancés qui remplissaient les rangs de l'armée de l'air tchèque dans les années 1950. Cependant, même ce rôle a été de courte durée, et moins d'un an après la formation du premier escadron complet, les S-92 ont été définitivement cloués au sol en 1951 et utilisés comme structure d'instruction avant d'être mis au rebut ou être donnés à des musées. Seulement 7 S-92 ont été achevés et volés, ainsi que 3 formateurs 92 et un seul exemplaire de chaque survie dans les musées aujourd'hui, aidant à maintenir en vie ce chapitre fascinant mais négligé de l'histoire du ME-262. Tel a été l'intérêt pour le mois 262 qu'il y a eu de nombreux efforts pour ramener un exemple dans les cieux pour rejoindre la scène des Warbirds dans les années 1990 et au début des années 2000. C'était une tâche extrêmement difficile étant donné le nombre limité de cadres aériens qui étaient disponibles pour. En comparaison avec des avions plus courants comme le Bf-109, la restauration du ME-26 est limitée par les problèmes de fonctionnement des moteurs jumeaux 004. Si un ME-262 devait voler à nouveau, cela se ferait au détriment de son authenticité totale. Entré dans le projet ME-262, une entreprise américaine fondée en 1993 avec pour objectif de construire des répliques de M262 en état de vol, mais en utilisant des composants contemporains, principalement l'installation de moteurs à réaction modernes General Electric CG610. Basée à Payne Field, près de Seattle dans l'État de Washington, l'entreprise a produit 5 avions disponibles en configuration monoplace et biplace, certains avions étant interchangeables. Le premier, un double ME-262B, répliqué avec l'inscription américaine appropriée. Immatriculation N262AZ a pris son envol pour la première fois le 20 décembre 2002. Peu nierait que ce sont certains des avions les plus uniques au monde et ont fasciné les passionnés d'histoire du monde entier, car ils offrent un aperçu du passé et à quoi ces incroyables avions devaient ressembler en vol pendant ces jours sombres de la Seconde Guerre mondiale. Toute l'histoire du ME-262 se présente comme témoignage de ce dont l'humanité est capable, même au service des esprits les plus sombres. Car bien que nous regardions en arrière avec admiration cette incroyable technologie et l'ère qu'elle a inaugurée, nous ne devons jamais oublier qu'elle a vu le jour pour faire avancer la cause du fascisme et renforcer le pouvoir de certains des hommes les plus maléfiques. Et voilà l'histoire d'après-guerre du ME-262. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.